Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Le phénomène de concentration, entendre par là concentration aux mains de quelques milliardaires, comme d'habitude, on en parle souvent lorsqu'on évoque les médias par exemple. Vous le savez si vous nous regardez souvent. Mais vous savez sans doute aussi que ce phénomène se produit dans l'industrie culturelle et en particulier dans l'industrie musicale. Et si les milliardaires tuent le pluralisme dans la presse et à la télévision, eh bien ils font un peu pareil avec la musique. Si les labels indépendants produisent 80% des contenus musicaux chaque année, la plus grosse part du gâteau revient essentiellement à 3 labels, les 3 plus gros qu'on appelle dans le jargon les majors. Je parle de Sony, Universal et Warner. Ils ont les plus gros artistes, la plus grosse visibilité et captent l'essentiel des revenus générés notamment par les plateformes de streaming comme Spotify ou Deezer. Les artistes indépendants, eux, sont invisibilisés et cantonnés à quelques niches et ils peinent à pouvoir vivre de leur art. C'est pour lutter contre ce phénomène et pour défendre la diversité artistique que la Fédération nationale des labels indépendants, la FELIN, existe et qu'elle organise ce mois d'octobre l'action Indies First. Le but, porter la voix des labels et artistes indépendants et permettre au public de les découvrir, de les rencontrer. Pour parler de tout ça, j'accueille Mathieu Daciot, président de la FELIN, sur ce plateau. Bonjour Mathieu. Bonjour. Comment tu vas ? Ça va, merci de m'accueillir. Tout d'abord, est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette action, sur Indies First, dont les revendications sont finalement assez similaires à ceux des médias indépendants, on vient d'en parler. Plus de diversité, plus de visibilité et un meilleur partage du gâteau, si je puis dire. C'est exactement ça, tu as fait une très bonne intro. En tant que fédération, nous, on est là pour porter la voix des labels indépendants, essentiellement des labels indépendants de très petite taille, TPE pour la plupart du temps. Il faut savoir que beaucoup de labels indépendants sont parfois constitués que d'une seule personne ou de 2-3 personnes. C'est vraiment donc de très petites entreprises qui œuvrent au quotidien de façon assez passionnée. C'est des métiers passion. Et en effet, comme tu le dis, on rencontre souvent les mêmes difficultés que peuvent rencontrer les tout petits médias indépendants, parce qu'il est difficile de faire son trou et d'exister. Il y a de multiples barrières. On pourrait même parler d'asymétrie de concurrence, parfois, où il y a vraiment on joue pas exactement au même jeu que les grosses structures. Tu veux parler de concurrence déloyale même, non ? Quand tu dis asymétrie de concurrence ? Ouais, oui, on pourrait dire ça, oui, clairement. On n'a pas accès aux mêmes canaux, que ce soit des canaux de visibilité, des canaux de distribution, et notamment la place dans les médias, par exemple. C'est quelque chose qu'on dénonce régulièrement, parce que c'est très compliqué pour nos productions de les voir apparaître sur des antennes de grande écoute, que ce soit radiophonique ou télévisuel. Donc, et on sait quelles conséquences ça peut avoir sur le succès commercial de tous ces projets-là. Et en effet, le mois d'octobre, pour nous, est l'occasion de lancer cette opération Indies First, où on met en avant la qualité et la richesse de tous nos catalogues. Parce que même si on parle très peu de nous, comme tu le disais, on représente quand même 80% des productions musicales qui sortent chaque année, et aussi 80% des salariés qui œuvrent dans l'industrie musicale dans sa globalité. Donc on existe quand même d'une certaine façon, et heureusement d'ailleurs, parce que c'est sur ces labels-là que repose la diversité et la pluralité de toute la richesse des esthétiques qu'on peut produire aujourd'hui en France. Alors, la FELIN, en tout cas, elle est née de ce constat. C'est l'emprise, donc je le disais aussi en introduction, des majors, donc ces 3 gros labels indépendants sur l'industrie qui tuent en fait la création et la diversité artistique et concentrent l'essentiel des revenus financiers. Alors, je serais peut-être pas aussi agressif, on va dire, sur le mot tuer, parce qu'en fait, les majors jouent leur rôle d'énormes boîtes aujourd'hui elles répondent à des logiques entrepreneuriales gigantesques et capitalistiques surtout. Elles sont cotées en bourse, les sièges sont souvent aux États-Unis et elles jouent leur rôle aujourd'hui
on s'oppose souvent à elles, mais parfois on a aussi des intérêts communs. En fait, pour schématiser aujourd'hui sur le terrain de jeu de l'industrie musicale, il y a en effet 3 majors. On peut même dire qu'il y en a une 4e maintenant, qui est d'ailleurs une entreprise française qui s'appelle Believe, qui est aussi cotée en bourse à Paris et qui est devenue quand même un mastodonte de la musique aujourd'hui. Après, il y a une quinzaine de ce qu'on appelle les majorettes, qui sont donc des grosses PME, qui sont des labels indépendants, qui ont eu pour la plupart d'entre elles explosé dans les années 90 grâce à des gros succès commerciaux qui ont permis à ces entreprises de se développer et qui ont aujourd'hui quand même des parts de marché assez conséquentes sur le marché de la musique. Et en dessous, il y a des centaines de tout petits labels indépendants qui, pour le coup, eux, sont dans une économie qui est complètement différente. Et comme je te disais tout à l'heure, on joue pas vraiment au même jeu. Donc, pour moi, j'essaye d'éviter d'avoir une opposition trop frontale avec les majors, parce qu'en fait, c'est comme si eux, ils jouent au tennis et nous, on joue au ping-pong. Donc, on n'a pas les mêmes outils. Même si parfois, on peut arriver à les concurrencer et à aller développer des artistes qui arrivent à faire des succès qui sont similaires aux succès que peuvent avoir leurs artistes. Il y a tellement de contraintes qui pèsent sur nos boîtes que je considère qu'on n'est pas dans la même cour. Alors, il y a quand même un point sur lequel effectivement, vous dénoncez grandement les inégalités, c'est dans la façon dont sont répartis les revenus sur les plateformes de streaming. Et là, effectivement, on en vient aux inégalités qu'il y a entre les gros labels et vous. Enfin, et les petits labels, les 300 labels que vous représentez. Alors, c'est un peu technique. Je vais essayer de schématiser rapidement. Il faut savoir que quand quelqu'un a un abonnement Deezer ou Spotify, par exemple, et qu'il écoute toute la journée un groupe issu d'un label indépendant, par exemple, et ben les sous qui viennent de son abonnement ne vont pas aller vers la musique qu'il écoute, vers le label qui est écouté ou vers l'artiste qui est écouté. En fait, on répartit les 10 € d'abonnement en fonction de la part de marché qui est existante aujourd'hui. Il faut savoir que les parts de marché, les 3 acteurs qu'on a déjà cités plusieurs fois, possèdent 80% de cette part de marché. Donc 80% des 10 € de l'abonnement, dès qu'on enlève la quote-part qui va vers les plateformes, 80% de ce qui reste va être partagé entre les 3 gros acteurs, même si aucun groupe de ces labels-là ont été écoutés par la personne qui paye l'abonnement. Donc en fait, ils ont mis en place un système assez unique au monde. On est le seul business où on va payer quelque chose qu'on n'écoute pas. C'est comme si on allait chez le boulanger et plutôt que de payer notre baguette au boulanger, eh ben on payait notre baguette à une fédération nationale des boulangers qui répartirait l'argent de la baguette en fonction de la taille des boulangers en France, quoi. Donc on a réussi à faire ce truc assez unique. Faut te dire quand même que quand c'est arrivé, ça a été un vrai soulagement pour l'industrie musicale parce qu'on sortait d'années très compliquées où le téléchargement, le téléchargement avait rendu le business vraiment compliqué. Il y avait plus de modèle économique. Donc, quand on a vu que le streaming commençait à fonctionner, ça a été un vrai soulagement. Ça a permis de recommencer à produire et de faire émerger un nouveau modèle économique. Néanmoins, aujourd'hui, on parle beaucoup d'une nouvelle façon pour répartir cette valeur ajoutée. Et ça fait partie, en effet, des bras de fer qu'on peut avoir aujourd'hui entre gros et petits. On parle des algorithmes qui va évidemment pas forcément rendre les artistes indépendants. Oui, surtout quand on sait visibles. que ces grosses boîtes ont des parts dans le capital de certaines plateformes et que forcément, ces plateformes peuvent avoir envie de mettre plus en avant les catalogues des entreprises avec qui elles ont des liens plus étroits que d'autres. Aujourd'hui, on est en pleine actualité là-dessus parce qu'il y a Deezer qui est en train de proposer un nouveau modèle avec des accords qui ont été signés dernièrement avec déjà certains labels, dont Vagram et dont Universal Music, donc des gros labels, qui a un modèle qui s'appelle Artist Centric. Pour nous, c'est
c'est mieux parce que ça pouvait pas être pire que le modèle market share qui est le modèle où on répartit en fonction de la part de marché des acteurs. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire pour qu'on arrive à vraiment de quelque chose d'équitable. Juste, nous, on aimerait juste que, en fait, une écoute, un stream, c'est une valeur et puis que ça aille réellement vers l'artiste qui est écouté. Mais voilà, alors ce modèle-là s'appelle user-centric. Désolé pour tous ces termes un peu barbares. Mais voilà, on espère, et Deezer a annoncé d'ailleurs que ce modèle artist-centric serait idéalement une étape avant d'arriver au modèle user-centric, ce qu'on appelle vraiment de nos souhaits. Mais qu'est-ce que vous réclamez? Parce que quand on parle quand même de concentration, on parle donc du coup de captation capitaliste, financière, etc., qui manque justement à l'industrie de la musique indépendante. Comment déconcentrer cette industrie pour que justement les labels indépendants puissent, en dehors de l'aspect streaming, puissent recevoir leur part? Alors c'est très compliqué de déconcentrer parce que l'économie de marché fait que la concentration en fait est un phénomène qui est assez normal, hein, c'est un phénomène de capitaliste en fait. Donc je pense qu'on peut déconcentrer par la loi. Et il faudrait considérer qu'il y ait des positions dominantes abusives et que certains achats ne peuvent pas se faire. On n'en est pas là du tout parce qu'il y a encore beaucoup d'acteurs quand même sur le marché actuellement. Donc je pense qu'on n'arrivera jamais à prouver ça pour l'instant. Non, c'est compliqué. Après, dernièrement, alors il y a eu beaucoup d'achats de festivals dernièrement par des gros groupes comme Lagardère, comme Vivendi, qui ont acheté des festivals, qui ont acheté des salles de concert. Donc en fait, c'est des gens qui sont capables de produire de la musique d'un artiste, de l'envoyer en tournée sur un réseau de festivals qui lui appartient. Et donc en fait, ça, d'un point de vue économique, c'est rentable quand même ce genre de. Donc c'est très compliqué de voir comment en fait je pense que la meilleure façon de déconcentrer, c'est pas en déconcentrant, c'est en continuant de produire des festivals à échelle locale et surtout que les municipalités, les régions qui aident ces festivals à se faire chaque année continuent à le faire, à les subventionner pour permettre à ces festivals-là de pas avoir la tentation d'aller se revendre à un gros acteur privé. Et donc pour en arriver là, il faut parler du financement de la filière musicale dans sa globalité et c'est un vaste sujet. Ouais, mais justement, en plus j'ai l'impression que les pouvoirs publics sont plus vraiment dans l'optique d'envoyer des finances publiques, à ce genre d'initiative. Et en plus, il y a l'inflation qui n'arrange pas les choses, que ce soit pour les labels comme pour les festivals indépendants. J'ai l'impression qu'il y a une urgence, ça va être de plus en plus difficile de survivre. Alors, tu es complètement dans le vrai. Alors déjà, l'inflation, c'est vrai qu'on est particulièrement touché parce que voilà, on est des biens, on produit des biens non essentiels, c'est de la culture. Donc, remplir le frigo, ça passera toujours avant la culture, avec un grand C. Et donc, forcément, on est les premières victimes quand il faut faire des arbitrages d'achat. Et je te rejoins complètement sur le côté urgent de la chose, surtout que aujourd'hui, alors c'est encore une fois, on est en pleine actualité parce qu'on est en plein vote du budget actuellement au niveau des parlements et du gouvernement. Et aujourd'hui, il y a une urgence qui est devenue essentielle, c'est de financer le Centre national de la musique, qui est en fait une sorte de super organe qui a été créé sous la présidence Macron, justement pour réfléchir et ventiler les financements des industries culturelles, du spectacle vivant, du disque. Et ce centre n'est plus financé. Au 1er janvier, là, on va se retrouver vraiment avec une impasse devant nous. Et on est hyper inquiet parce que faut pas se leurrer, en fait, on est des acteurs qui sommes très subventionnés. Et c'est ce qui fait en fait l'exception culturelle française. C'est pour ça qu'on arrive à produire autant, c'est pour ça que nos groupes rayonnent à l'international. Si on ne fait pas ce choix de politique publique ambitieux, l'exception culturelle française risque petit à petit de disparaître. Mais justement, c'est la question que je me pose quand on voit par exemple que le gouvernement est toujours plus poussé vers une logique de rigueur budgétaire.
J'ai vu que vous aviez été convié avec d'autres acteurs de l'industrie musicale au ministère de la Culture. Et à l'ordre du jour, c'était justement la question du financement du Centre national de la musique. Ouais. Est-ce que les discussions, justement, en vertu de ce qu'on vient de dire, ont été fécondes? Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, elles ont été très fécondes. Et sur ce sujet-là, on a réussi à avoir un consensus assez large, avec des très gros acteurs qui ont appuyé cette fameuse contribution streaming, dit tax streaming, où le principe est d'aller prendre un petit pourcentage entre 0,5 et 1,75% des chiffres d'affaires issus du streaming, et afin de financer le Centre national de la musique. Et on avait un consensus qui était assez large, hormis grosso modo les trois majors et leurs syndicats, et quelques autres acteurs qui soutenaient une contribution différente. Il y avait un consensus qui était soutenu par le ministère de la Culture, qui a eu même l'aval du président Macron le 21 juin, qui avait fait tout un discours pour la fête de la musique, disant que si on n'arrivait pas à s'entendre, il avait placé une deadline, ça serait cette idée de contribution streaming qui serait retenue. Et aujourd'hui, alors que la deadline est déjà bien passée, on est dans le flou artistique total. Il y a des amendements qui sont déposés de tous les côtés, mais on ne sait pas trop comment ça va se régler. Et il y a surtout une autre proposition pour financer le Centre national de la musique qui sort un peu de nulle part au dernier moment et qui est pour moi pas crédible du tout parce qu'elle repose sur une contribution volontaire. Donc il faudrait que les plateformes de streaming et les gros acteurs de la musique acceptent de donner une somme de façon volontaire. Donc c'est un truc assez unique dans l'histoire du financement d'un centre. On va demander à des gros acteurs privés de la main sur le cœur de contribuer à la production française. Moi, j'y crois pas du tout. Ouais. Voilà, donc on est vraiment dans une impasse. On y croyait dur. Pourtant, il y avait tous les signaux qui étaient alignés, qui nous montraient qu'on avait un bon espoir d'arriver à financer le Centre national de la musique via cette contribution streaming. Aujourd'hui, c'est le flou. On ne sait pas où on va et c'est hyper inquiétant parce que sans ces financements-là, c'est des centaines et des centaines de tout petites structures qui risquent en 2024, en 2025, de devoir faire des arbitrages qu'ils n'auraient pas dû faire en principe sur OK, désolé, toi je vais pas produire ton disque parce que cette année je peux pas me le permettre parce que j'ai plus les financements, donc je vais faire que cet artiste-là et désolé, faut que tu ailles chercher ailleurs et donc il y a plein de projets qui risquent de pas voir le jour suite aux décisions qui sont en train d'être prises actuellement ou plutôt de ne pas être prises actuellement. C'est la diversité artistique qui va en pâtir. Alors, heureusement, vous attendez pas les pouvoirs publics pour agir, pour que les choses bougent. C'est justement pour ça que vous avez mis en place cette opération Indies First. Et justement, est-ce que peut-être tu peux, pour finir cet entretien, nous expliquer un petit peu comment ça se passe, jusqu'à quand ça se termine, comment les gens qui veulent participer, aider ces artistes, comment ils peuvent contribuer à cette opération? Alors, Indies First, c'est une démarche qui est philosophique avant tout. Le but du jeu, c'est vraiment montrer la richesse de nos catalogues. Et c'était une opération qui était à cheval sur le mois de septembre et le mois d'octobre, notamment sur le salon du MAMA, qui est un énorme événement de l'industrie musicale. Il y a eu des showcases avec des artistes à divers endroits. Il y a un site internet où on peut aller se renseigner et regarder. Il y a toute une sélection d'albums très riche et très diversifié qui va toucher tous les styles de musique. Donc c'est l'occasion d'aller voir en fait quels groupes, quelle sorte de typologie de groupes sont produits par ces petits labels indépendants. Et voilà, le but du jeu, c'est d'amener les gens en fait à consommer de façon éthique, mais comme on pourrait le faire avec ce qu'on achète pour se nourrir. En fait, de plus en plus, on parle de circuits courts, on parle de consommer local. Et en fait, dans la musique, c'est pareil, c'est important quand on va voir un concert, à la fin du concert, d'aller sur l'espace de merchandising du groupe et si on lui achète son disque à ce moment-là, le groupe, il va toucher bien plus qu'un CD qui est vendu dans un circuit de distribution classique en magasin. Voilà, ça passe par ça. Dire que le physique n'est pas mort, contrairement à ce que beaucoup pensent. Il y a encore des labels indépendants et il y a 50% de leur chiffre d'affaires qui vient de la vente de vinyle, de la vente de CD. Le vinyle revient
en puissance. Le, On n'a le jamais vu vinyle autant repart, de on était disquaires. à plus 10% l'année dernière. Le Ouais. CD lui-même repart. Donc voilà, il y a une façon de consommer qui est importante, et c'est comme dans notre vie de tous les jours quand on va choisir notre fournisseur d'énergie, faut faire attention à... Il y a moyen de consommer mieux en fonction à qui on s'adresse, et dans la musique, c'est exactement la même philosophie qu'il y a derrière. Ok, merci beaucoup Mathieu Dacieux. Avec Je plaisir. rappelle, vous êtes le président de la Félin. Merci. Merci d'avoir répondu à nos questions, d'être venu sur ce plateau. Merci pour l'invitation. Et quant à vous, cet entretien, vous l'avez bien compris, c'est terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. Si vous voulez que le média puisse être un média des luttes, de toutes les luttes, susceptible de concurrencer BFM et CNews à la télévision, qu'un peu de culture aussi vienne se substituer au divertissement idiot à la série La Nouna, il ne tient qu'à vous de soutenir notre campagne de dons sur KissKissBankBank. Cliquez sur le lien disponible en description, donnez, partagez cette cagnotte autour de vous et sur vos réseaux. Un média indépendant des puissances financières et politiques ne peut exister sans vous et votre soutien. Merci encore de nous avoir suivis. Je vous dis à très vite. Yo,